Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi la Russie a gagné le conflit. Je vous le dis depuis le tout début. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai pensé que c'était une pliée d'avance et que c'était évident. Mais je vais vous expliquer aussi les différentes transformations de ce conflit. Nous venons d'avoir Laurent Henninger il y a quelques jours ici sur ce canal. Une partie était en public, une partie était sur Patreon uniquement. Et ça, c'est pour la première partie. Je vous expliquerai un petit peu mon point de vue sur l'évolution de ce conflit. Et puis, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi cette guerre continuera pour toujours, ou quasiment pour toujours. Hein. Vous savez, c'est une façon de parler, mais elle continuera pendant longtemps. Et également, pourquoi les Juifs ukrainiens, et vous le savez, je n'ai rien d'hostile contre les Juifs en général, je ne sais même pas ce que ça veut dire, les Juifs, mais je vais vous expliquer pourquoi, en Ukraine, les gens qui sont désignés comme Juifs, à la suite de la défaite ukrainienne, vont être massacrés. Oui, oui, je pèse mes mots, et je le regrette. Donc ce n'est pas un souhait, mais c'est une alerte que je vous donne, et donc j'expliquerai ça dans la deuxième partie de la vidéo, qui sera uniquement réservée à mes abonnés Patreon. Il y en a qui sont en Israël, il y en a qui sont ici aussi et qui sont concernés, mais qui n'habitent heureusement pas en Ukraine. Donc je vais vous expliquer le pourquoi et le comment de tout ça. Donc allons-y. Alors, pourquoi la Russie a gagné? Alors la Russie, elle a gagné pour simplement une bonne raison. Mais ce n'est pas la seule. La bonne raison est qu'elle ne peut pas perdre. C'est une guerre existentielle, absolument existentielle pour elle. Alors, vous allez me dire, l'Ukraine aussi, oui et non. Parce que d'abord, ce n'est pas l'Ukraine qui mène la guerre du côté OTAN. Du côté OTAN et Ukraine, c'est les États-Unis à la base. Et du fait du changement on va dire de braquet des États-Unis pour se mettre en marche arrière, pour le coup, évidemment, là, la question pourrait se poser. Mais l'Ukraine n'a jamais eu l'intention de pulvériser, détruire, occuper comment dire, finir et occuper et pulvériser, parce qu'enfin, je veux dire, la Russie n'a pas cette intention-là. Pardon, j'ai inversé la chose. Et donc, pour la Russie, en revanche, ce n'est pas l'Ukraine l'ennemi. L'ennemi, c'est l'agression permanente depuis 2 siècles de l'Occident. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette et que je trouve complètement stupide, que les élites occidentales, britanniques en premier lieu, puis reprises par les Allemands, puis les coalitions diverses, alors certes justifiées par le bolchevisme qui était en Union soviétique, mais enfin, il n'y avait pas de bolcheviques pendant la guerre de Crimée, et la volonté de plonger l'Allemagne en guerre contre la Russie en 1914, elle vient de l'Empire britannique, qui redoutait cette alliance potentielle entre l'Asie, c'est-à-dire la Russie. À l'époque, la Chine ne comptait pas, aujourd'hui, oui. Et l'Allemagne, qui est capable de produire des produits d'une immense qualité technique et industrielle, et la Russie ayant, elle aussi, des grandes capacités techniques et industrielles, mais surtout des ressources, en tout cas à l'échelle de 1914, infinies. Aujourd'hui, elles sont moins infinies, bien sûr. Alors, pourquoi c'est existentiel pour la Russie? C'est parce qu'elle sent bien que ce projet n'est pas simplement un projet de démembrement et de destruction du territoire, des limites politiques, on va dire, de ce qui est aujourd'hui la Fédération de Russie, et d'en choper les ressources de la part de l'Empire britannique qui est devenu américain depuis, mais il y a une volonté d'éradication ethnique étrange venant de l'Angleterre et de l'Occident. Il y a un racisme anti-russe qui, je trouve, est probablement, en tout cas mon explication, est qu'il se trouve dans une... alors, en grande partie, d'un mépris de classe, c'est-à-dire que les pays européens ont été très avancés à la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle, et que la Russie, qui émergeait d'une très longue histoire, en fait toute son histoire a été une immense lutte contre le froid, contre l'hiver, contre la difficulté, pour émerger petit à petit et rattraper l'Occident. On voit très bien lorsqu'on visite les musées à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à quel point, au cours des différents siècles, les technologies russes, le mode de vie russe était en retard par rapport à l'Europe occidentale, et c'est normal. C'est un hiver froid
qui rendait les choses difficiles. Donc on voit que les tapisseries, les manufactures russes, je sais pas, du XVIIIe siècle correspondaient à celles de l'Europe du XIVe ou du XIIIe siècle. Mais que petit à petit, ce retard s'est amoindri et à peu près autour de 1910-1920, en fait, ce retard a été comblé. Pas pour toute la population, mais en tout cas industriellement. Et finalement, le soviétisme a ralenti et a mis en retard la Russie, et ce retard a encore été rattrapé à partir des années 2000. Alors, les années 90 ont été des années de chaos, mais les années 90, sous le leadership de Vladimir Poutine, et ce n'est pas le seul responsable de ce grand progrès, évidemment, le rattrapage s'est fait. Alors il n'est pas encore complet dans tous les domaines, mais en tout cas pour la technologie et l'aspect militaire, il l'est. En tout cas en partie, en grande partie. Alors, lorsqu'on veut éradiquer la population, pourquoi je dis ça? Du point de vue russe, eh bien, les guerres que l'Occident lui mène coûtent très très cher en termes humains. Ce sont des millions de morts pendant la Première Guerre mondiale, presque 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, et auquel il faudrait ajouter l'ignoble communisme qui a tué des millions de gens aussi. Pas autant qu'on en a pu en parler pendant la guerre froide, mais quand même quelques millions, notamment les grands nombres de millions morts pendant la grande famine des années 30. Et c'est là où on voit que Staline a été un ignoble dictateur d'un côté. D'un autre côté, après la Deuxième Guerre mondiale, il a créé ce tampon qui était l'Europe de l'Est, le pacte de Varsovie étant un système défensif face à l'OTAN. C'est pas comme ça qu'on me l'avait vendu quand j'étais jeune en Occident, évidemment. On m'avait vendu que l'Union soviétique voulait nous envahir, etc. Pas du tout, on le sait aujourd'hui. Et je pense que les leaders américains et européens le savaient aussi. Il y a eu un petit peu de paranoïa, mais il y a eu aussi une volonté de faire profiter le système industriel d'une guerre qui n'en était pas une. Mais voilà, et donc du point de vue russe, à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est des millions de morts, et aujourd'hui, dans une époque nucléaire, c'est dangereux. Et donc avoir une Ukraine membre de l'OTAN, dont, après le coup d'État américain hein, de 2014, se proclamait d'une part d'une volonté de rejoindre l'OTAN, premièrement. Deuxièmement, d'autre part, d'idéologie clairement pro-nazi, donc clairement anti-soviétique dans le contexte, donc clairement nazi hitlérienne, pas nazi genre je suis national-socialiste, c'est horrible d'être socialiste déjà, mais hitlérienne, c'est-à-dire que les Slaves sont inférieurs, on doit les tuer, on doit les éradiquer, on doit les mettre en esclavage au mieux. Et ça, c'est particulièrement étonnant venant des Ukrainiens qui ont subi finalement aussi une forme de mépris de la part des hitlériens à l'époque, puisqu'il était hors de question que l'Allemagne considère l'Ukraine comme un allié réel. C'était un allié de circonstance pour lutter contre l'Union soviétique, mais en réalité, si vous regardez le Generalplan Ost, qui était le plan de gestion de l'Europe de l'Est par l'Allemagne, en fait, il fallait éradiquer 60 ou 50 millions de Slaves, y compris des Ukrainiens, ou en faire des esclaves dans les exploitations agricoles allemandes en Ukraine, etc. Et donc il y avait un mépris de classe de l'Occident qui voit dans les Russes des retardés mentaux, des paysans, etc. Ce qui est totalement faux, évidemment. Et donc l'Ukraine, deuxièmement, donc j'avais oublié de dire ça tout à l'heure, deuxièmement, l'Ukraine a cette idéologie, private sector, bandériste, qui rappelle en fait les années en fait 1941 à 1943, et même un peu plus loin en 1944, mais enfin 3 années, pardon, où ces idéologies qui sont retournées aujourd'hui au goût du jour, sous prétexte de nationalisme et de défense des territoires, eh bien, remettent en place une haine du russe, une haine du slave, même une haine du polonais, et des minorités hongroises et slovaques et autres, et une volonté, on l'a vu très vite après 2014, de éradiquer la moitié de la population qui parle russe, en tout cas de l'éradiquer d'un point de vue de langue, puis de liberté en fait culturelle. Et donc on a vu les massacres d'Odessa et on a vu l'attaque de l'armée ukrainienne en 2014 sur ce qui était à l'époque des autonomistes. Ils ne voulaient pas être séparés, ils ne voulaient pas faire sécession, mais du Donbass, qui voulait être simplement rester russophone. Et cette guerre a dégénéré, elle a fini en 2015 avec ces accords de Minsk que les Européens n'ont pas respectés, et donc du point de vue russe, on ne peut pas négocier, on ne peut pas faire la paix, on ne peut pas discuter avec des leaders européens et américains qui changent soit
lorsqu'il y a un changement de gouvernement par la démocratie, et c'est un des gros défauts de la démocratie, c'est qu'elle n'est pas constante, elle ne permet pas des politiques durables, et donc elle ne permet pas de diplomatie qui fonctionne, et elle ne crée pas la confiance avec ses partenaires. En plus, les sanctions économiques ont cassé ce qui crée le seul lien stable entre la Russie et l'Occident, c'est-à-dire un lien commercial. Et donc, aujourd'hui, l'Occident est vu de la Russie comme étant un menteur, comme étant inconstant, et donc avec qui on ne peut pas discuter. Et donc, ils feront la paix sur leurs conditions. Un point, c'est tout. Sauf qu'elles ne seront pas acceptées. On va le voir dans cette point 2. Et donc, je rappelle que l'armée ukrainienne a tué 14 000 donc, citoyens ukrainiens en 2015, et depuis 2015 avec des tirs d'artillerie sur ce qui est devenu le Donbass, qui a pris son indépendance et qui a été, suite à cette intervention russe en 2022, annexé, et qui devient, comme l'a été évidemment la Crimée, territoire russe depuis que la Russie existe, en gros, eh bien, a été rattaché définitivement à la Russie. Alors, ce n'est pas suffisant d'un point de vue parce qu'il y a une autre raison pour laquelle la Russie voit ce conflit comme existentiel, c'est que une grande partie du territoire ukrainien amènerait des forces de missiles et même des forces terrestres armées très proches du cœur de la Russie, qui est Moscou. Moscou et les régions autour de Smolensk, Toula, voilà, Koursk, etc. Et donc, c'est trop dangereux d'avoir un ennemi, en plus un ennemi racial, un ennemi idéologique trop près de leurs frontières. Donc, on va en reparler, la Russie ira bien plus loin que le front actuel, bien sûr. Alors, l'aspect militaire a été étonnant pendant cette guerre. Alors moi, pour ceux qui s'en souviennent, en décembre 2021, j'avais annoncé que nous allions voir une guerre en 2022 et que probablement elle allait se faire avec une attaque rapide, du style l'opération Storm 333 en Afghanistan, du style prise de Prague, avec une opération aéroportée directement sur la capitale, sur Kiev, pour la saisie du pouvoir et faire une pression assez forte pour que Kiev, donc l'Ukraine, capitule et que l'on négocie la paix. C'était le plan et c'est ce qui a été quasiment fait. Alors moi je trouve que le plan était audacieux, évidemment, il était peut-être prévisible, puisque si moi je l'ai dit en 2021, peut-être que l'OTAN et l'Ukraine s'étaient préparés aussi, hein, ils ne sont pas cons. Et donc c'était un petit peu naïf peut-être de la part des Russes que ça allait fonctionner. Alors je pense qu'ils avaient préparé un plan B, mais néanmoins attaquer un pays avec une force armée de 180 000 hommes face à une armée qui en faisait 300 ou 400 000, certes de manière efficace, rapide, en plus ils sont passés par la Biélorussie. Alors je pense que c'est une erreur parce qu'il y avait le risque d'entraîner ce pays qui est certes inféodé à la Russie, mais enfin tout de même qui est un pays qui sert de tampon justement entre la Pologne et la Russie. Être passé par la Biélorussie était un risque trop gros à mon avis. Pour moi c'est une erreur. Mais simultanément à cette attaque, la Russie a attaqué sur tous les fronts. Vous vous souvenez, ils ont saisi le sud du Donbass, ils ont saisi toute la partie sud de l'Ukraine jusqu'au Dniepr et même un petit peu au-delà. Des incursions sont arrivées jusqu'à Nikolaïev, puis ensuite elles ont reculé. Quant au nord, elles ont fait ces grandes percées jusqu'à Kiev, jusqu'à Soumy, jusqu'à toute la partie nord, etc. Puis ensuite, comme ça n'a pas fonctionné, parce que l'Angleterre, notamment, enfin le Royaume-Uni et l'OTAN ont garanti l'Ukraine d'armes et de soutien, qui fait qu'elle n'a pas capitulé tout de suite, où elle aurait pu recevoir. Et là aussi, c'était mal pensé, je pense, de la part de la Russie, parce que les conditions de paix que proposait la Russie, c'était évidemment l'annexion des régions du Donbass, ce qui est factuellement fait de toute façon aujourd'hui, mais c'était en fait de garder les autres frontières. Or, aujourd'hui, elle ne l'acceptera plus. Et donc, c'était une erreur d'être un peu naïf, puisque si la profondeur stratégique, et donc cette zone tampon, certes démilitarisée, mais peut-on faire confiance à l'OTAN? Non, ce sont des menteurs, la diplomatie occidentale ment tout le temps. En fait, l'Occident, c'est devenu, comme ses maîtres, bouche qui parle, bouche qui ment. Et donc, je pense que c'était très naïf de la part de la Russie de ne pas avoir des ambitions plus fortes et de ne pas en fait injecter plus de force dans cette attaque. Peut-être craignait-il des contre-attaques de l'OTAN sur d'autres fronts, hein, sur la Baltique, etc. Et donc elle n'a pas voulu utiliser plus de troupes, et c'était une erreur. Alors, pour ceux aussi qui s'en souviennent, en
février 2022, je vous disais, la guerre est imminente, mais je n'y crois pas. Parce que justement, je pensais que ce n'était pas bon pour la Russie, et je pensais que la diplomatie allait réussir. Je me suis trompé, malheureusement, et aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y a 1 million, peut-être 1,5 million de morts chez les Ukrainiens, et probablement 100, peut-être 150 000 morts chez les Russes, y compris les troupes du Donbass. Alors pourquoi cette différence? Eh bien parce que c'est dans une guerre qui s'est transformée en une guerre de grignotage, dans une guerre d'attrition, et les Russes, ne voulant pas perdre des hommes, ont mis, si je puis dire, le paquet en termes d'artillerie. Alors oui, vous voyez des images de drones, et puis en Occident, on ne parle que des morts russes, et on les a exagérés. Tout ce que disent les journalistes occidentaux est faux. D'ailleurs, à la fin de la guerre, j'espère que les journalistes ainsi que tous les experts de plateau qui ont raconté des conneries depuis 3 ans vont finir comme ont fini les nazis, c'est-à-dire ce qu'ils sont, c'est-à-dire devant un tribunal, et auront les mêmes condamnations, c'est-à-dire la corde. Et parce que c'est à cause de ces gens-là qu'1 million, 1,5 million d'Ukrainiens, des Blancs, des Européens, des gens comme vous et moi, enfin je suppose que vous êtes comme moi, mais je n'ai rien contre vous si vous êtes d'autres beaux pays en Afrique ou au Moyen-Orient, etc. Ça vous concerne moins, de la même manière que moi je ne suis pas très concerné par les Palestiniens, je comprends que vous ne soyez pas trop concerné par 1 million d'Ukrainiens qui meurent. Mais si vous êtes européen, c'est vos frères européens qui sont morts en Ukraine, c'est vos frères russes, c'est vos frères ukrainiens. Et la différence de mort, c'est parce que justement dans une technique, dans une stratégie d'attrition qui a été la stratégie mise en place depuis avril 2022, où on a une supériorité d'artillerie et de matériel russe, malgré tout, eh bien, on peut se permettre d'abord de faire face à des offensives ukrainiennes qui ont été désastreuses, où quasiment l'état-major, qui n'est pas très ukrainien, hein, n'a rien à foutre de la mort de ses propres soldats. Et donc, il y a eu des attaques suicides complètement stupides et complètement impossibles en plus à réussir, mais qui se basaient un peu sur de l'idéologie et un peu sur de la nonchalance. De la part de ceux qui ont dirigé cette guerre, chaque Russe qui meurt, c'est une victoire. Et si les Ukrainiens meurent avec, bon, c'est pas très grave de leur point de vue. Rappelez-vous, ce sont des Américains, ce sont des Européens, ce ne sont pas des Ukrainiens. Et ils haïssent la Russie. Donc, cette évaluation, cette évolution de la stratégie russe a permis de l'attrition. Et dans une attrition où l'artillerie joue un grand poids, où il y a de l'aviation aussi qui bombarde les troupes ennemies, où il y a des missiles qui frappent de manière assez puissante les troupes. Alors certes, c'est pas spectaculaire, on n'avance pas, il n'y a pas des percées comme en 1940, comme dans Barbarossa, comme pendant la guerre du Golfe, parce qu'on a été habitué à imaginer que la guerre, c'est des grands mouvements de troupes blindées, des enveloppements verticaux avec des parachutages, des largages par hélicoptère. Non, si l'objectif c'est de l'attrition, la guerre, elle se mène pour de l'attrition. On s'en fout de territoire. Le territoire, il sera conquis à la fin. Il sera conquis lors de la capitulation, qui viendra, et j'en parlerai. Mais capitulation ne veut pas dire fin de la guerre. Alors, ça veut dire aussi que ce côté spectaculaire, parce qu'on ne le voit pas, eh bien, on ne se rend pas compte du massacre qu'il y a sur place, où les troupes qui, d'abord, ont essayé d'attaquer, et les Russes ont habilement, en tout cas dans certains domaines, reculé pour faire des zones de tir où ils ont massacré les avancées ukrainiennes. Dans d'autres endroits, ils ont aussi reculé parce que la zone n'était pas assez dense. Mais par exemple, prenez cet exemple de cette offensive étrange ukrainienne sur Koursk. Alors elle a avancé de quelques vingtaines de kilomètres. Les Russes probablement n'avaient pas assez bien défendu leur zone, mais ils ont été capables de stabiliser assez vite, en quelques jours, la percée ukrainienne. Et puis ils ont utilisé cette poche pour faire une tuerie régulière pendant 1 an de forces ukrainiennes. On a aujourd'hui les données, 2000 Polonais, je crois que c'est 1000 Colombiens, je ne sais pas ce qu'ils sont allés foutre là-bas, 300 Français, 200 Britanniques sont morts, en plus de centaines de milliers, enfin je crois que c'est 100 000 pour être précis, on ne va pas exagérer. Je crois que c'est 100 000 Ukrainiens sont morts dans cette offensive qui a duré 1 an, offensive, ensuite ils ont essayé de tenir dans cette poche de Koursk qui est en Russie. Et en plus, les Russes ont vu qu'à chaque fois que des territoires, soit de russophones, ou soit, là en l'occurrence de Russes, dans les villages, etc., là aussi, l'inversion accusatoire des médias occidentaux était horrible. Chaque fois qu'il y avait des massacres, on donnait la faute aux Russes, alors qu'en fait, c'était des troupes de l'OTAN ou ukrainiennes. Et là, on a vu qu'il y a eu tuerie de civils, viols, bref, ça rappelait les nazis, quoi.
Et les Russes ne font plus de prisonniers. Quand ils trouvent un occidental, quand ils trouvent un Américain, un Russe, enfin je veux dire un Français ou un Ukrainien, s'il n'est pas russophone, etc., hop là, il les exécute sur place. C'est devenu une guerre à mort, comme a fini la Deuxième Guerre mondiale entre SS et soviétiques. On ne faisait pas tellement de prisonniers et les prisonniers ont fini très très mal. Hein. Les prisonniers allemands, ils ont fini 10 ans en Sibérie, à peu près 15% seulement ont survécu. Voilà. Donc il ne faut pas faire chier les Russes, c'est comme ça, c'est un peuple dur, les Ukrainiens aussi, et c'est terrible. Moi je suis très très triste de voir ces deux peuples qui sont mes peuples frères, enfin qui sont des frères, qui sont amenés à se battre les uns contre les autres. Mais c'est existentiel pour la Russie. Et donc cette attrition qui a duré 2 ans et demi, 3 ans maintenant, eh bien, elle amène en fait l'Ukraine à être exsangue. Alors déjà qu'une grande partie de la population est partie, qu'une grande partie a fait défection, elle est partie en Russie. La Russie est le premier pays où des réfugiés ukrainiens se trouvent. Hein. C'est étonnant. Et donc, inévitablement, le résultat va être un effondrement du front. Et ce ne seront pas les quelques milliers ou dizaines de milliers de soldats de l'OTAN qui pourront y être envoyés qui changeront quoi que ce soit. Ils vont être massacrés comme les autres et il n'y aura pas de prisonniers, ou très peu. Et donc, amis de l'OTAN, sabotez votre matériel, sabotez vos supérieurs, si vous voyez ce que je veux dire, mais n'y allez pas. Vous allez finir en hachis parmentier. Alors, je vous dis ça avant que la guerre soit déclarée. Le jour où la déclarée, ce sera illégal de le dire, mais faites tout ce que vous pouvez pour ne pas y aller ou faire en sorte que ce ne soit pas possible d'y aller. Vous savez, une clé à molette dans les tuères dans les tuères d'un avion qui décolle, vider l'huile d'un char ou d'un véhicule blindé juste au départ, dérailler un train, enfin c'est voilà. Et puis les officiers supérieurs, ça saigne très très bien. Bref, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il en va de la survie de l'Europe, parce que ce que vous comprenez pas, c'est que, ou ce que je crois que les gens qui nous envoient au conflit ne comprennent pas. En tout cas, s'ils sont européens, ils ne le comprennent pas. S'ils ne sont pas européens, c'est qu'ils ont l'objectif de nous tuer. Ça, c'est autre chose. Mais c'est que la Russie a fait une guerre d'attrition avec l'Ukraine après avoir essayé une forme de conciliation, une guerre rapide pour limiter le nombre de morts ukrainiens. Parce que la Russie considère et considérait certainement, aujourd'hui peut-être un peu moins, que les Ukrainiens, en général, c'est un peuple aussi, un peuple frère. Mais les Européens, et c'est pour ça qu'elle l'appelle pas une guerre, Poutine, rappelez-vous, est un juriste. Il a fait des études de droit. Il est très légaliste. Il n'a pas appelé cette action une guerre. Il a appelé cette action une opération militaire spéciale. Le jour où il y a une guerre, c'est les armes nucléaires qui partent tout de suite. Ou alors, en première phase, des missiles hypersoniques qui pulvériseront les industries, les centres logistiques de la plupart des pays de l'OTAN, européens en tout cas, et qui rendront quasiment impossible tout effort industriel ou de guerre et qui amèneront la famine en 3 jours à l'Europe par la fin de l'approvisionnement en nourriture. Vous savez, quand Rungis et Le Havre disparaissent sous une pluie de missiles hypersoniques, il n'y aura pas beaucoup de morts, mais ça ne fonctionnera plus. Lorsque Rotterdam va être complètement saccagé, les grands ports britanniques, etc., ces pays-là vont crever la dalle. En 3 jours, il n'y aura plus de bouffe, plus rien, plus de médicaments, plus de pièces détachées. Genova en Italie, Marseille, c'est fini. Donc, et donc tu fais quoi? Tu ripostes avec des armes nucléaires en sachant que si la France lance ses missiles nucléaires, bon, les 80% seront abattus, enfin seront interceptés, mais les 20% qui passent vont faire des dommages en Russie, et donc la Russie va pulvériser à ce moment-là tous les pays de l'OTAN, tous, parce qu'elle n'en a rien à foutre. C'est quoi la conséquence? Il y aura 10 millions de morts chez les Russes, mais il y aura 500 millions de morts chez les Européens, ou 250, allez, parce que j'ai écrit un bouquin sur comment survivre à la guerre nucléaire. Vous pouvez le trouver sur la description dessous. Allez, je vous le vends, allez, il est là. Mais une guerre nucléaire, c'est 50% de mortalité en quelques jours, en quelques heures. Et donc, 500 millions d'Européens, ils vont probablement pas frapper toute l'Europe de l'Est parce que c'est des pays amis. Ils vont préserver certains pays parce que il y a des pays qui jouent double face, hein, comme l'Italie. L'Italie, elle dit oui, mais en fait, elle fout rien. Donc, l'Italie se fera pas trop nuquer. Ils vont se faire péter le port de Gênes, ça oui. Peut-être Naples, mais c'est tout. Et les bases, évidemment, les bases de l'OTAN. Alors ensuite, il faut voir si les États-Unis jouent pas double jeu. Il est très possible que les États-Unis disent « Oula, c'est les Européens qui font la guerre à la Russie, nous, on n'a rien à voir. » Et si l'Europe se fait nuker,
bah, il faudra bien aller faire des affaires avec les Américains sans passer par l'Europe pour le futur. Eh. Donc c'est très possible que les Américains poussent l'Europe à la guerre contre la Russie parce qu'ils ont décidé de lâcher l'Europe et qu'ils n'en ont plus rien à foutre, et que finalement, bah, ils pourront revenir après pour reconstruire, et puis s'il n'y a plus d'industrie américaine, bah, c'est mauvais pour la Chine, quoi. Parce que l'Europe achète beaucoup à la Chine, donc si la Chine perd les marchés américains à cause des tarifs et perd l'Europe à cause de la guerre nucléaire, eh ben, les États-Unis se retrouvent renforcés. Bon. Je suis mauvaise langue de dire que les États-Unis c'est des enculés? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est des enculés. Je ne parle pas du peuple américain, évidemment. Vous m'avez compris. C'est ceci, peut-être la stratégie américaine. Alors moi je suis plutôt confiant. Je pense qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Je pense que les Européens vont envoyer une force expédientière qui va se faire trucider tout de suite, et puis c'est fini. Puis ils vont dire, ah, oui, bon, voilà, ils sont morts en héros. Et puis il y aura sabotage, officiers qui saignent abondamment, et puis peut-être même politiciens qui vont saigner abondamment, et peut-être coup d'État. Je le sens bien, le coup d'État en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, vous, moi je le sens bien. En France, moins, mais en Angleterre je le sens bien. Bref, à mon avis ça ne se passera pas, et tant mieux. Et je pense qu'on doit souhaiter que ça n'arrive pas. Cela dit, ça veut dire que vous et moi, on continue à se préparer. On prépare vraiment notre préparation, et je vous mets les liens ici dessous à mes livres. C'est pour ça que depuis 15 ans, je vous apprends à vous préparer à ce genre d'éventualité. Bon, comment la paix peut arriver? Alors, je ne suis pas prophète, c'est impossible de le dire, et certainement, moi, je n'y crois pas en ce moment. Je pense qu'on a essayé de faire des négociations. Trump nous a promis « j'arrêterai cette guerre en 24 heures ». Impossible, pas du tout. Je pense en revanche qu'il y a eu beaucoup de vœux pieux et qu'il y a eu beaucoup d'esbroufs, mais la Russie, on a dit on va faire des cessez-le-feu. La Russie a dit le seul cessez-le-feu, c'est sur les attaques sur les infrastructures énergétiques. L'Ukraine ne l'a pas respecté, ce qui montre bien, encore une fois, que c'est un pays incontrôlable, ou qu'il mente, en tout cas sous les ordres de l'Occident menteur. Donc la Russie a la preuve, maintenant que les 30 jours sont passés, que voilà, on ne peut pas négocier. Il n'y a aucune parole. Et que justement, cette guerre durera toujours. Et vous allez voir dans la deuxième partie comment ça pourrait continuer. Donc la Russie va continuer, politique de stratégie d'attrition, jusqu'à ce que les fronts cassent. Alors les fronts pourraient casser à tout moment. Ça fait à peu près 6 mois que j'attends qu'à un moment ça casse. Alors, visiblement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ça peut se fracturer à un endroit, et puis tout d'un coup il peut y avoir une grosse percée. Aujourd'hui les attaques sont toutes petites, hein. Quand il y a une percée on parle de 5 km. Donc c'est une guerre qui ressemble au mieux à ce qui pouvait se faire en 1918. Mais c'est toujours dans cette stratégie de tuer un maximum d'ennemis et d'avoir le moins possible de pertes. Alors les pertes sont inévitables, et je trouve que c'est tragique, hein, d'avoir autant de morts de part et d'autre, parce qu'il faut multiplier par 3 le nombre de blessés. Et sur ce nombre de blessés, un bon tiers, c'est des gens irrécupérables, hein, mentalement ou physiquement. Donc c'est moche, c'est moche. Ça veut dire qu'il y a 1,5 million d'estropiés de manière terminale chez les Ukrainiens, peut-être 1,5 million de blessés graves qui reprendront jamais une vie normale, et bon, 1,5 million de blessés qui seront encore relativement normaux. Alors c'est sur 3 ans. Alors une partie de ces blessés est retournée au front et elle est morte, et ainsi de suite. Donc on ne saura jamais exactement le ratio. Et puis chez les Russes, c'est la même chose, mais simplement 10 fois moins. Ce ratio de 10 fois moins, encore une fois, il s'explique, hein, très techniquement par l'artillerie, le matériel qui est utilisé et les techniques. On voit des attaques faites par 3 à 5 hommes, hein, sur des territoires. Ce n'est pas des vagues humaines, ça n'a rien à voir avec 14-18, ça n'a rien à voir avec 39-45. Même les blindés, etc., ils ont montré leurs limites. Alors, je pense que de part et d'autre, on a perdu des quantités colossales, hein, de matériel. Les Russes les récupèrent, ils les retapent, etc. Ils utilisent du matériel ancien, rééquipé, avec des systèmes électroniques de vision thermique, etc., modernes, pour justement ne pas utiliser tout ce qui est vraiment le nec plus ultra qu'ils gardent pour une éventuelle guerre contre l'OTAN. Mais je pense qu'une guerre contre l'OTAN serait vite nucléaire. Donc, à la limite... voilà, ils veulent juste garder des réserves stratégiques. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, j'aurais utilisé tout de suite pour gagner vite. Mais bon, c'est moi. Et je ne suis pas responsable de la vie des gens. Donc, je suis juste un wargamer à mes heures perdues. Et donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même niveau de stress. Ce n'est pas les mêmes impacts. Quand on a vraiment des vraies vies humaines sous son commandement, comme tous les vrais bons officiers. Et eux, il ne faut pas les faire saigner, hein, les bons. Chers amis, les bons, il faut les mettre de son côté. Hein, faut pas,
Ok, qu'on se comprenne. Maintenant, je sais qui vous êtes les bons, on se connaît. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va passer à la deuxième partie de la vidéo que vous trouverez uniquement sur Patreon. Le lien est ci-dessous. On va parler de pourquoi la guerre ne s'arrête pas et je n'ai pas oublié pourquoi les juifs ukrainiens vont être massacrés. Ah ouais, c'est un sujet sérieux, c'est très grave parce que ça pourrait avoir des conséquences sur les juifs européens et peut-être américains. Et je vais vous expliquer pourquoi et c'est quelque chose qu'on devrait, j'espère, éviter. On se retrouve sur Patreon pour la deuxième partie de cette vidéo. Préparez-vous.